Donc, dans la première intervention, celle de Patrick, ce qu'il nous expliquait en fait, c'est que dans son travail de recherche, il a essayé de comprendre comment, dans l'expérience de discrimination, l'appartenance ethnique et la religion s'articulaient. Donc, ce qu'on a vu dans le discours raciste des dernières années, c'est une évolution de l'ethnicité et de la race comme marqueur d'appartenance dans le discours vers une appartenance religieuse. Et donc ça a une conséquence, ça a un impact dans la façon d'étudier les discriminations et les formes de racisme. Donc dans l'étude qui a été menée, l'enquête Théo, qui touche plusieurs communautés, Patrick a isolé en fait les résultats qui concernent les communautés religieuses, puis les communautés d'origine, première, deuxième génération, afin de voir d'abord quel niveau de socialisation dans le monde de l'emploi, dans les études et ainsi de suite, et puis ensuite comment ça se traduisait en fait dans les expériences de discrimination et de racisme. Ce mot d'expérience est vraiment important parce que en fait ce qu'on interroge c'est la manière dont ces groupes-là perçoivent ou racontent les formes de racisme dont ils ont été victimes ou dont ils se sentent avoir été victimes. C'est d'autant plus important pour comprendre les concepts, les marqueurs que eux mobilisent pour expliquer, pour décrire l'expérience qu'ils ont vécue. Donc juste d'un point de vue sociologique, Patrick disait que les musulmans sont essentiellement, pour la première sont essentiellement en large proportion des migrants. Parmi cette population-là, on a 70% d'Arabes, 9% de Turcs, 10% d'Afrique subsaharienne. C'est une population relativement jeune, avec 65% d'entre eux qui ont moins de 35 ans. Et niveau classe sociale, classe professionnelle, les 50% au moins, qui sont soit des classes ouvrières, soit des gens qui travaillent dans des commerces. Ensuite, pour ce qui est de l'appartenance religieuse, du sentiment religieux, dans l'identification de facteurs identitaires, que ce soit la nationalité, l'origine ou autre, il y a aussi le facteur religieux. Et donc ce facteur religieux, il est très important, il revêt une importance différente en fonction de la communauté interrogée. Par exemple, il est important et central à 45% chez la communauté juive, à 38% chez les musulmans et à 7% seulement chez les catholiques. Donc cette pertinence, cette prégnance du facteur religieux dans la construction identitaire, elle est beaucoup plus affirmée pour les communautés musulmanes et juives que pour la communauté catholique, et à l'intérieur de la communauté musulmane, plus pour les personnes arabes que pour les personnes subsahariennes. Ensuite, au niveau il y avait un focus sur l'emploi. Patrick notait à juste titre que voilà, on a l'intuition que le fait de porter un voile, ça a un impact sur les chances de décrocher un emploi ou d'être investi dans le champ professionnel. C'était d'autant plus attendu que parmi les personnes interrogées, 41% des musulmans ont un travail ou sont sur le marché du travail, alors que 82% des femmes voilées ne participent pas au marché du travail. Et donc là, de ça, on se construit l'idée, l'intuition que en fait, les femmes musulmanes, le fait de porter un voile, ça a un préjudice au moment de l'entrée sur le marché du travail, sauf qu'il y a un chiffre qui vient relativiser et contredire ça, c'est que il y a 28% de sans-emploi chez les femmes, qu'elles portent un foulard ou non, et que cette proportion-là, elle est constante. Ce à quoi Patrick a porté l'idée qu'il y a autre chose qui est à l'œuvre. Au-delà de la discrimination au moment du recrutement, au moment de l'embauche, peut-être qu'il y a cette espèce de censure dans le projet ou de censure dans l'action. Et sur une note personnelle, dans le travail du CCIF, c'est exactement ce qu'on note. C'est-à-dire qu'on a des centaines de jeunes filles qui vont être en situation d'abandon des études ou de non-formulation dans le projet d'études. Et quand on les interroge dessus, à quoi bon faire des études si je sais
à l'avance que je vais être discriminé sur le marché du travail. Donc cette discrimination perçue, elle a un impact direct sur ce qu'on peut qualifier d'univers des possibles pour ces jeunes femmes, et donc c'est une autre forme de préjudice avant même qu'on mesure une discrimination. Sauf que nos appareils de mesure, que ce soit au niveau des administrations ou des ONG comme le CCIF, ils sont là pour mesurer des événements, beaucoup plus que des non-événements. Et donc ça, c'est par des enquêtes de victimation beaucoup plus poussées qu'on peut les évaluer. Ensuite, Patrick disait qu'il y avait quelque chose de lié vraiment à des marqueurs visibles. La couleur de peau, le fait de porter un signe vestimentaire, le fait d'être perçu visiblement comme appartenant à une communauté. Lorsqu'on interroge ces communautés, à votre avis, qu'est-ce qui a été le déclencheur de l'expérience de racisme que vous avez vécu ou de discrimination que vous avez vécu, tel que vous le percevez? Chez la communauté juive, 88% citent la religion comme un facteur explicatif, 40% l'origine. Chez les musulmans, c'est 81% lié à l'origine, 29% seulement sur la religion, et chez les personnes noires, c'est 91% pour la couleur de peau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on s'intéresse aux musulmans, c'est vraiment l'appartenance en termes d'origine qui verbalise immédiatement comme le premier facteur en quelque sorte de racisme qui les vise. Ces questions de quantification, elles ne sont pas du tout évidentes, et Patrick touchait à des questions mais vraiment du bout du doigt de méthodologie dans son exposé, et en même temps il pointait quelque chose de très important, comme je disais tout à l'heure, c'est le fait que ce rendu-là, il tient à l'expérience. Cette expérience-là, on ne peut pas la disqualifier d'un revers de la main en disant bah, voilà, c'est ce qu'ils disent, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est vrai, parce que ce sentiment victimaire, il dit énormément de choses. Sauf que la limite à laquelle on est contraint, c'est que d'abord la mesure quantitative ne peut pas rendre compte plein du préjudice que constitue la forme de racisme, et que c'est bel et bien dans un équilibre entre des entretiens qualitatifs et des mesures quantitatives qu'il faut trouver une balance, un équilibre. Ensuite, dans l'intervention de Sounera, la ligne directrice de son propos, ce qu'elle essayait de mettre en évidence au-delà du récit et de l'analyse qui était produite, c'est de répondre à la question « être humain, qu'est-ce que ça veut dire ?» Cette caractéristique d'humanité ou non, à quoi est-ce qu'on peut la lier? La guerre contre le terrorisme, de War on Terror, c'est une espèce de programme sécuritaire que les États-Unis et d'autres alliés avec eux ont déployé après le 11 septembre. En fait, elle a été l'occasion de relire ou de réinvestir un certain nombre de revendications féministes, avec l'idée que l'idée est sous-jacente que l'islam était irrémédiablement contre les femmes. D'accord ? Donc, la façon de réinterroger ces féminismes-là, la façon de reposer des revendications en lumière de la guerre contre la terreur et le terrorisme, c'est ce que Sounera a essayé de faire en essayant de répondre à deux questions. La première, comment est-ce que les mouvements féministes dont on pensait qu'ils étaient progressistes, comment est-ce que ces mouvements ont pu souscrire à cette rhétorique-là, à ce discours-là? Et puis la deuxième, c'est aujourd'hui, maintenant que beaucoup de ces mouvements y ont souscrit, quelle part est-ce qu'elles prennent dans la production du discours de violence et de stigmatisation des musulmans? Elle prenait l'exemple de la mort de Oussama Ben Laden, l'assassinat de Oussama Ben Laden par une équipe de soldats américaines, en disant que l'un des commentateurs appartenant à l'administration Obama disait qu'il a été conforme à la loi américaine et à ses valeurs. Et donc du coup, quelles sont-elles, ces lois américaines et ces valeurs qui font que voilà, on peut assassiner des gens et en être relativement fier, le clamer comme une espèce de victoire de la civilisation sur l'obscurantisme? Eh bien, Sounera postulait que en fait, c'était un des fruits, un des dommages collatéraux de la déshumanisation de l'homme et de la femme musulmane, avec des caractéristiques physiques, visuelles, sexuelles qui leur sont propres. Donc avec un homme musulman qui aurait un turban,
une mitraillette et qu'il y aurait la haine des femmes comme une espèce de marqueur type de son appartenance, et puis des femmes sur lesquelles on va construire aussi un discours très spécifique, et dans les figures récentes de la femme musulmane terroriste ou malveillante, on a utilisé des images comme celle de la veuve noire, celle qui contrôle les hommes et qui est mortifère. D'autres aussi, c'est des frustrés sexuellement, et ça c'est valable aussi pour les hommes et les femmes, comme on l'a vu ce matin. Et cette femme-là, dans le mécanisme, dans la construction qui nous est produite, elle ne retrouve son humanité, elle ne retrouve sa dignité, elle ne retrouve son honneur et son épanouissement, son émancipation, que en devenant l'icône construite pour elle, l'icône de la femme revenue de l'islam, ce rôle qu'on a construit pour elle. Et donc dans les exemples qu'on donnait dans le panel précédent, c'est vraiment la construction de ce rôle-là revient. On le retrouve aussi dans la culture populaire, dans un certain nombre de films, de chansons. Et Sounera prenait justement l'une des films pour démontrer ça et déconstruire un peu le récit qui a été produit dans ces films. On y reviendra juste dans un moment. Le point suivant, c'est la déshumanisation produit des effets. Et donc quand on a le scandale d'Abu Ghraib, cette prison où il y avait des tortures qui étaient pratiquées, des scènes d'humiliation qui étaient pratiquées, c'était une manière de rendre incontournable cette réalité-là. Cette réalité qui permettait à des soldats de mettre en scène le corps de l'homme musulman de manière humiliée, pénétrée, exposée, pour réaffirmer sur lui un sentiment de supériorité. D'accord ? Et quand on interroge ces soldats et quand on suit ce qu'ils se disent sur des blogs et ainsi de suite, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une espèce de fierté et une volonté de réaffirmer ce qu'ils décrivent comme étant des valeurs occidentales, y compris avec des scénographies explicitement sexuelles. Et l'utilisation, la mobilisation de cette différence de sexe comme un élément constitutif du discours décrivant les musulmans les ramène à la monstruosité, systématiquement dans ce discours-là. La monstruosité avec toutes les conséquences que ça a, même dans le champ symbolique. C'est-à-dire que d'un point de vue symbolique, dans la représentation de la femme, Sounera donnait un exemple d'une construction classique où la femme, en fait, est la créature castrée en vérité. Et donc maintenant, elle est la figure castratrice, d'accord ? Donc elle était en situation de subir, et puis du coup, dans la rhétorique anti-islam, islamophobe, elle était souvent dans cette posture-là. Et quand elle est en capacité, elle devient castratrice, c'est-à-dire qu'elle est, comme on décrivait tout à l'heure, la veuve noire, celle qui commande, celle qui organise de manière malveillante et subversive un agenda particulier. Et donc le film, il y avait deux films qui étaient pris en exemple, un qui s'appelle Osama, l'autre qui s'appelle Kandahar. Et sur celui de Kandahar, c'est une journaliste canadienne, qui est canadienne afghane. Et ce film-là, pour information, il avait été projeté par Bush avant le départ à la guerre. Il est qualifié en anglais de quasi-documentaire, ce qu'on appellerait en français une docu-fiction, en quelque sorte, sachant pas trop est-ce que c'est la partie docu ou la partie fiction qui prévaut là-dedans. Et en gros, le scénario, et je conclurai là-dessus pour l'intervention de Sounera, c'est l'idée de cette jeune femme qui va aller explorer Kandahar, qui va aller explorer l'Afghanistan à la recherche de sa sœur perdue. Sa sœur laissée derrière elle quand sa famille a quitté l'Afghanistan au moment du départ des Russes, et elle a cette idée que sa sœur va se suicider le jour de l'éclipse lunaire parce qu'elle n'en peut plus des talibans. Elle vit opprimée, et donc elle, son challenge, c'est d'aller la retrouver pour essayer de la sauver avant cette fameuse éclipse. Et la description qu'elle produit de son voyage en Afghanistan à la recherche de sa sœur montre en vérité un monde monstrueux, un monde dénué de toute forme d'humanité, où il y a cette espèce de pulsion morbide et systématique, où même l'enfant qui est avec elle, qui est censé être une espèce
l'enfant témoin ou celui qu'on va ramener dans un parcours particulier, au lieu même, dans sa narration, de s'en servir comme d'un personnage dans un récit initiatique, petit enfant, je vais t'éduquer à mes valeurs, non, il n'est pas du tout comme ça, lui aussi, il fait partie de cette espèce de construction morbide, il ne fait que essayer de la voler, essayer de la tromper, essayer de tricher avec elle, et quand il trouve une espèce de cadavre, un squelette qui est là, et il prend la bague en or qui est dessus pour essayer de la lui vendre. Et à partir de ça, il continue dans cette narration-là. Et je terminerai là-dessus, elle utilise son appartenance afghane à dessein. C'est-à-dire qu'elle ne la mobilise, elle ne l'utilise que dans des moments où elle doit légitimer la critique qu'elle porte sur la société afghane, comme pour mieux dire aux spectateurs, moi je peux en parler puisque j'en suis. Mais en vérité, je suis avec vous puisque je suis aussi canadienne. Donc cette manière de s'approprier ou de construire à travers des objets artistiques ou documentaires ou journalistiques une certaine rhétorique, de se mettre en scène comme personnage à la croisée des chemins pour avoir cette appartenance à géométrie variable, de l'utiliser dans un sens ou dans l'autre, ça participe à ce travail sur la symbolique et sur la déshumanisation que Sounera essayait d'analyser dans son papier. Dans l'intervention suivante, Arzu partait d'un principe un peu plus avec un peu plus de perspective sur le rôle de la loi en tant que règle dans un système donné. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle nous explique que il faut pas juger les lois comme si elles étaient hors sol. Ces lois-là, si elles concernent les citoyens dans leur ensemble, elles n'ont pas nécessairement le même impact sur tous les citoyens de la même façon. Et donc, dans un système donné, être une communauté minoritaire ou être une communauté cible d'un certain discours ou d'une certaine forme de racisme institutionnalisé, ça fait que quand une loi passe, eh bien, ils vont être touchés d'une manière particulière. D'accord ? De la même manière que, dans notre contexte français, les lois de 2004 sur les signes dits ostentatoires à l'école et la loi de 2010 sur le port du voile intégral dans l'espace public, ils ne portent même pas sur le voile intégral, ils portent sur la dissimulation du visage dans l'espace public. Donc dans leur formulation, l'une sur des questions de laïcité et d'éducation, l'autre sur des questions de sécurité, elles ne visent pas spécifiquement les musulmans. Sauf que dans cet espace donné, dans ce contexte donné, avec cette communauté et ce discours donné, on sait que ce sont des lois qui visent une forme de code vestimentaire et un type de communauté. Et donc, cette loi-là, elle peut aussi être utilisée, malheureusement, comme un outil de domination sur des relations entre l'État et des communautés, et ça participe malheureusement de la mise à l'écart de ces communautés. Et dans la démarche que son équipe a eue, en fait, l'idée c'était d'essayer de construire une étude qui va venir mesurer les expériences de discrimination et le sentiment que les victimes décrivent par rapport à ces discriminations. Et ce qu'elle notait, en fait, c'est que les discriminations vont être fortement corrélées et expliquées par des facteurs différents. Le genre, l'âge, le statut social, le travail, le niveau scolaire, le niveau d'études, la religiosité et la visibilité de l'appartenance musulmane. Avec, sur ces questions de visibilité-là, des marqueurs différents, le foulard, le port d'une barbe ou une tenue spécifique. Ce qu'elle note aussi, c'est qu'il y a une idée qui flotte comme ça, c'est cette idée que l'assimilation dans le prisme de la visibilité, en l'occurrence cacher l'appartenance par le fait d'enlever son foulard ou de raser sa barbe ou d'enlever en vérité les marqueurs visuels de l'appartenance religieuse, ne sont pas des facteurs d'acceptation. Et donc, qu'elle porte un foulard ou non, qu'il porte une barbe ou non, en proportion et dans les résultats d'études, ça ne va pas diminuer les formes de racisme ou les expériences de racisme dont ils sont la cible. Le moteur initial de l'étude, c'était que quand ils avaient une demande auprès des pouvoirs publics britanniques ou dans notre cas en France, quand on avait une demande vis-à-vis du gouvernement pour dire voilà, il y a cette forme de racisme, qu'est-ce que vous faites pour lutter contre? Ce qui était systématiquement opposé aux ONG, c'est qu'il n'y a pas de chiffres
on n'est pas capable de mesurer ce phénomène, on ne sait pas trop de quoi vous nous parlez, et qu'est-ce qui nous dit que vous n'êtes pas en train aussi d'instrumentaliser ça. Ça, c'est le premier problème. Le second problème, c'est qu'il y a un sous-report des actes de discrimination et de violence. Et lorsqu'on interroge les groupes cibles, c'est dans l'étude de Arzu, mais ça se retrouve dans toutes les études par ailleurs, sur les raisons pour lesquelles ils n'ont pas déclaré les actes, pour lesquelles ils n'ont pas reporté les actes, les trois premières excuses, c'est je n'ai pas confiance dans la police, donc je pense que la police en tant qu'objet institutionnel ne va pas être nécessairement à mon service. Deuxième raison, la crainte d'une double discrimination, c'est-à-dire j'ai été victime d'une discrimination, mais quand je vais aller à la police, je vais avoir droit à des commentaires ou je vais avoir droit à un traitement particulier. Et puis le troisième, c'est il ne se passera rien, ça ne sert à rien. Ça, c'est dans le cas de ces formes de discrimination. Dans d'autres formes, sur les migrants, sur les minorités roms ou sur des réfugiés, on a un facteur qui est pas cité là, c'est aussi le fait de je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant que je suis victime d'eux. C'est-à-dire, ceux qui viennent m'arriver, je ne sais même pas que c'est une discrimination, mais je ne sais même pas qu'il existe des ONG ou bien des institutions auprès de qui je peux aller les déclarer. Donc cette enquête sur les sentiments et les expériences, elle décrivent aussi, et ça c'est assez précieux dans l'étude, des perceptions vis-à-vis du discours médiatique et politique. Avec l'idée qu'au fur et à mesure du questionnaire, l'équipe de Arzu a posé des concepts. L'un d'entre eux, et je terminerai là-dessus pour cette intervention, c'est l'idée de hated society, qu'on pourrait traduire comme une espèce de mauvaise société. Comme il y a la bonne société, les gens acceptés, ceux qui ont une espèce de prime sociale positive, eh bien il y a la mauvaise société, il y a un prix social qui est associé à ça. Et ça a été vraiment cité très souvent dans les questionnaires, avec, de manière générique, deux caractéristiques. La première, c'est un groupe réduit au silence. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une parole autorisée. On fait des débats sur eux, on produit des reportages, des documentaires, des films, des livres, mais rarement ils sont interrogés, de la même manière qu'il y a un déficit sur la question de l'islamophobie qui nous intéresse en France, dans la parole donnée à l'icône même de la victime d'islamophobie, la femme musulmane voilée. Il y a un déficit dans la parole qui lui est donnée, et ça se ressent de manière systémique appliquée au groupe dans son ensemble. Puis la deuxième, c'est qu'ils sont exclus de toute forme de représentation, d'autonomie choisie par eux-mêmes. Et donc dans les formes de représentation, que ce soit dans l'appareil médiatique ou dans l'appareil législatif, ils sont sous-représentés. Et les mécanismes qui rendent cette représentation difficile participent du caractère institutionnel de l'islamophobie. Et le chiffre qui met un point sur l'ensemble de l'étude, c'est que quand même plus de 60% des personnes interrogées décrivent avoir eu une expérience de racisme, soit sous la forme de discours qu'ils ont reçus personnellement, soit sous la forme d'actes. La dernière intervention, Salmen, elle venait articuler l'ensemble du panel en adoptant une approche conceptuelle. Ne pas être dans vraiment l'analyse immédiate et factuelle, chiffrée, mais plus dans l'ordre de comment est-ce que le système fonctionne avec ses règles, ses concepts, ses mécanismes. Il partait d'un postulat de départ, c'est que par construction, les gens qui sont dans cette salle et les gens qui s'intéressent au sujet, il y a une majorité de gens qui partagent un consensus. Le fait même qu'on juge que ça mérite de passer une journée ensemble pour étudier la question de l'islamophobie, c'est que c'est une problématique qui nous intéresse et je ne pense pas qu'on a une majorité de gens qui seraient dans le déni vis-à-vis de ça. Et de la même manière, à l'extérieur de cet immeuble, on vit dans des sociétés où eh bien, il y a une forme de consensus islamophobe qui est proposée également. Et on va avoir des attitudes différentes et qui se suivent. La première, c'est l'islamophobie, ça n'existe pas. Et donc ce discours-là, il est réel. Et puis au fur et à mesure qu'on vient objectiver le phénomène, argumenter, le démontrer, eh bien, et si ça existe, c'est justifié.
Et donc on va expliquer qu'il y a des raisons, il y a une responsabilité aussi portée de la part des musulmans. Mais immédiatement, une fois qu'on a dit ça, et qu'on sait que ça ne se retrouve pas dans les faits et dans l'analyse, ça produit une anxiété. C'est-à-dire que la non-reconnaissance, l'état qui est désormais celui d'un déni pur et simple, un déni objectif d'une réalité chiffrée, mesurée, objectivée dans l'espace public, ça crée une anxiété. Et ensuite, on va se battre sur la qualification des faits. C'est-à-dire qu'on va reconnaître les faits, on va dire oui, il y a des discriminations, oui, il y a des violences, oui, il y a un abus des services de renseignement qui vont fliquer systématiquement des associations musulmanes jusqu'à aller s'immiscer dans les universités, jusqu'à aller demander à des étudiants de se dénoncer les uns les autres s'ils ont vu l'un ou l'autre lire tel livre ou se retrouver dans telle conférence, et ainsi de suite. Mais est-ce que c'est de l'islamophobie ? Ce sont des abus, ou bien c'est justifié par un agenda et un risque sécuritaire qui est majeur. Et donc il y a cette volonté de se battre sur la qualification islamophobe des faits. Mais en toute honnêteté intellectuelle, ce que Salman dit, pour juger réellement de la nature islamophobe du propos ou de l'acte, il faut être capable de mettre le doigt sur l'intentionnalité de cet acte ou de cette parole. Or, cette intentionnalité-là, elle n'est pas nécessairement accessible. Elle n'est pas nécessairement construite, elle n'est pas nécessairement là, on ne peut pas la toucher du doigt ou du mot expérimentalement. Et donc, puisqu'elle n'est pas nécessairement accessible, elle est très difficile du coup à objectiver. Pourtant, les victimes ou les groupes cibles d'une forme de racisme, ils ont cette espèce de manière de la détecter immédiatement. C'est quelque chose qui est dû à leur expérience. Une femme détecte le sexisme d'une certaine façon, un migrant le racisme d'une autre façon, un musulman, dès qu'il va détecter dans le sens de l'humour ou le discours qui lui est tenu une forme d'hostilité ou une forme de rejet, il le voit immédiatement. Mais si on lui dit, ok, décris-moi ce que c'est, ouais, tu ne peux pas comprendre. Donc cette difficulté à mettre en évidence l'intentionnalité, elle rend le travail d'analyse relativement difficile. Et puis en vérité, tout le monde, tous ceux qui produisent du discours islamophobe, certains le produisent de manière consentie, d'autres de manière totalement inconsciente. Ça commence souvent par « moi je déteste le racisme, mais quand même les musulmans abusent avec leurs femmes. Quand même il y a du radicalisme dans les banlieues. Quand même. » Et donc cette volonté systématiquement de mobiliser la mi-noire, la mi-musulman, la mi-rome, comme pour mieux se dédouaner ou se justifier de ce qui va suivre dans la phrase d'après, qui va en général être le gros cliché raciste, anti-rome, antisémite ou négrophobe, c'est très fréquent. Alors ensuite, Salman parlait des éléments de contexte. Souvent, on prend ce contexte pour acquis. Il n'est jamais fait, il est jamais acquis, il n'est jamais donné, il est tout le temps fait. Donc il y a une différence dans le rôle qui est assigné aux musulmans en fonction du contexte. D'accord ? Et donc ce contexte, il est en perpétuelle évolution, et les musulmans sont des acteurs dans ce contexte-là. Et ce que Salman expliquait, c'est qu'en fonction du rôle qu'ils jouent, soit qu'il leur a été assigné, soit qu'eux ont accepté ou refusé de jouer, ça va produire des contextes dans lesquels certains discours, certaines formes de discrimination vont être plus ou moins opérants. Face à cela, dans la progression du déni d'islamophobie, il y a eu la volonté de ramener l'islamophobie non pas à un phénomène, mais à une somme de récits biographiques et individuels. Donc l'idée de dire, quand j'ai 300 actes, ou quand j'ai un certain nombre d'agressions et de violences, ce n'est pas un phénomène. Ce sont des actes isolés qui sont le fruit de comportements isolés qui ne s'expliquent pas par des logiques communes ou par des mécanismes communs. Et donc, puisqu'il n'y a pas de phénomène, puisque l'islamophobie n'est pas un phénomène au sens d'une réalité sociale, impossible donc de construire une politique publique qui soit efficace et impactante dans la lutte contre cette forme de racisme.
opérante de l'islamophobie. Il disait par exemple que c'est une forme de régulation et de contrôle des musulmans dans un cadre référentiel occidentalisé. Pourquoi est-ce que il y a cette référence à l'Occident dans la définition de l'islamophobie? C'est que justement, quand il y a la construction, l'altérisation des musulmans en tant que groupe, c'est en général par référence à l'Occident, par référence à l'Europe, par référence aux États-Unis. Et donc, il y a une lecture idéologique préemptée des événements qui fait que, comme Galbraith le disait dans ses ouvrages, on n'est pas à la recherche de la vérité, on est plutôt à la recherche d'une confirmation. Et donc des événements qui surgissent dans la vie publique, dans la vie d'un pays, vont être lus en fonction d'une opinion qui est préemptée. Donc je recherche dans cet événement la lecture que je peux en faire la plus utile à ce que je pense, à ce que je ressens, à ce que je vis. Et donc Salman citait en exemple le 11 septembre, la lecture qu'on a eue le lendemain du 11 septembre aux États-Unis, c'était pas mais pourquoi est-ce que ces gens nous ont attaqués? Peut-être que quelque part ils avaient ils ont un sentiment de préjudice qu'on leur aurait causé d'une manière ou d'une autre. Non, la lecture c'était nous avons été attaqués parce que nous sommes bons, parce que nous sommes l'axe du bien et donc il existe un axe du mal. Et donc cette lecture des événements qui sont orientés, du coup, il n'y a pas besoin de se justifier ou bien de revoir quoi que ce soit, puisque s'ils nous ont attaqués, c'est bel et bien que ce sont eux qui ont un problème. Et donc, en ce sens, la production de l'islamophobie, c'est aussi une manière de reconstruire un Occident mythique ou abîmé. Mythique et abîmé. Mythique dans le sens où on a des résurgences de faits ou de narrations historiques qu'on va essayer de revoir. On les a mythifiés, ces récits. La bataille de Charles Martel qui résiste aux Arabes, Jeanne d'Arc qui aurait été l'espèce d'égérie identitaire qui résiste à l'islamisation ou à la dénaturation de l'identité française. On voyait ce matin l'exemple du siège de Vienne par les Ottomans. Donc ces événements historiques-là vont être relus de manière mythifiée aujourd'hui ou abîmés, c'est-à-dire que aujourd'hui, et je conclurai en restituant l'intervention de Salman là-dessus, l'Europe et nos pays occidentaux sont en panne de récits collectifs. En panne de récits collectifs, en panne d'un récit, en panne d'une narration qui serait capable de produire, de décrire des valeurs, de construire une projection qui rallierait les gens les uns aux autres, qui les rassemblerait, qui leur permettrait de se projeter dans un avenir commun. Et dans cette logique-là, et on terminera là-dessus, on peut se poser la question de savoir, du coup, est-ce que l'islamophobie est une cause, mais une conséquence de cette panne de récit. Voilà pourquoi, c'était le dernier point de Salman, l'islamophobie ne cause pas un préjudice uniquement aux musulmans, mais à l'ensemble de la société, parce qu'elle vient abîmer justement ce lien social, elle vient détruire ou remplacer ce récit collectif qu'on peine à produire, et elle cause un préjudice littéralement à l'ensemble de nos concitoyens, parce que quand on vient mettre en place des mesures de surveillance sur les étudiants, c'est pas uniquement les étudiants musulmans qui sont surveillés. Quand on vient restreindre des libertés d'expression ou des libertés fondamentales, y compris sur le terrain religieux, eh bien ce ne sont pas uniquement les musulmans qui sont touchés. Voilà. Here's Marwan translating the other panel. I thought this guy has done his job of reading the papers and all that. But no, you're an extraordinary translator. Amazing.